Le 26 octobre, les forces de soutien rapide, qui affrontent les forces armées soudanaises, depuis 2023, ont pris le contrôle du quartier général de la 6e division d'infanterie à Al-Fassa. Ceci fut l'aboutissement d'un siège de plus de 500 jours et la dernière victoire des forces de soutien rapide, après avoir pris la ville de Bara, dans l'état du Kordofan du Nord, à plus de 600 km de là, quelques jours auparavant, le lendemain de la chute de la ville. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef des forces armées soudanaises, a prononcé des paroles qui resteront à jamais dans l'infamie. Nous avons accepté de retirer l'armée d'Al-Fasha vers un lieu plus sûr pour protéger les citoyens et la ville. C'était bien plus qu'un général reconnaissant la perte d'une base militaire clé ou d'une ville stratégique. C'était un aveu que le gouvernement soudanais avait, en pratique, perdu le contrôle du flanc ouest du pays. La chute de la ville signifie que les forces de soutien rapide et leurs alliés contrôlent désormais effectivement le Darfour, la région aride de l'ouest du Soudan. C'est presque la taille de l'Espagne. Ils contrôlent aussi des zones du Kordofan central et sud, ainsi qu'un triangle frontalier entre Soudan, Libye et Égypte. Les forces armées soudanaises, en revanche, sont toujours présents près de la frontière avec le Tchad et contrôlent principalement le reste du pays, y compris la capitale, Khartoum, et la côte stratégique de la mer Rouge. Après avoir sécurisé Al-Fasha, les forces de soutien rapide ont diffusé des vidéos de célébration typiques d'une armée victorieuse. Des soldats défilent joyeusement, armes levées, saluant leurs commandants et camarades. Cependant, ça dénonce ce qui est devenu une marque de fabrique des forces de soutien rapide. Les vidéos ont rapidement pris une tournure sinistre. Human Rights Watch rapporte que de nombreuses vidéos montrent les forces de soutien rapide commettant des exécutions extrajudiciaires et d'autres crimes graves contre des civils en fuite. Une vidéo montre des soldats des forces de soutien rapide exécutant sans discernement des patients et des soignants à l'hôpital de maternité saoudien, l'un des derniers hôpitaux partiellement fonctionnels de la ville. Hors la loi britannique. Le Télégraphe l'a qualifié d'abattoir humain et terre-drussadé. Hanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que 460 personnes avaient été tuées. Non Khalil, infirmière bénévole à l'hôpital, a déclaré au Guardian. Nous la citons ici. Ils ont tué 6 soldats blessés et des civils alités, dont des femmes. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mes autres patients, j'ai dû fuir quand ils ont pris d'assaut l'hôpital. Une autre vidéo vérifiée par la British Broadcasting Corporation montre un homme non identifié assis parmi des dizaines de cadavres dans un couloir, avant qu'un combattant des forces de soutien rapide ne tire un seul coup de feu, abattant l'homme sans défense au sol, où il reste immobile. Nous ne montrerons pas la vidéo, car YouTube la démonétiserait et nous ne le voulons pas. Mais il suffit de dire que notre équipe a visionné les vidéos des forces de soutien rapide et qu'elles montrent parmi les pires choses que des êtres humains peuvent faire les uns aux autres. Et le pire, c'est que les forces de soutien rapide ne se sont pas arrêtées là. Selon le laboratoire de recherche humanitaire de Yale, les forces de soutien rapide ont causé tellement d'effusion de sang que les taches de sang sont visibles depuis l'espace. Laissez-moi répéter cela. Les forces de soutien rapide ont tué tellement de personnes, versé tellement de sang, que c'est visible depuis l'espace, les gars. Il y a quelque chose d'absolument terrifiant dans cette phrase, parce qu'elle implique que la plupart des civils qui n'avaient pas fui Al-Fasha, dont la majorité seraient des enfants, n'ont pas survécu. Et c'est une pensée effrayante. Il faut préciser ici que les forces de soutien rapide avaient d'abord nié avoir ciblé des civils avant que leur chef, Mohamed Hamdan Dagalo, dit Ameti, a publié une vidéo sur Telegram pour s'excuser auprès des habitants d'Al-Fasha. Il a aussi demandé aux forces de soutien rapide d'épargner soldats, capturés et civils. Cependant, les vidéos récentes d'Al-Fasha, souvent filmées par les forces de soutien rapide, montrent que sa demande est ignorée, comme Hermeti Mayor Voice l'avait voulu. Et il n'y a pas que les vidéos. Les témoins, témoignages et organisations non gouvernementales dressent toujours un tableau sombre de la situation. La laboratoire de recherche humanitaire a accusé les forces de soutien rapide de mener, et je les cite, un processus systématique et intentionnel de nettoyage ethnique des communautés autochtones non arabes, Fur, Zakawa et Bourti. Le réseau général des médecins a utilisé des termes encore plus forts, décrivant la situation comme, et je cite à nouveau, un véritable génocide. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi Al-Fasha est-elle si importante ? Que signifie sa chute pour la guerre ? Et surtout, peut-il jamais y avoir un chemin vers la paix au milieu de tant d'effusions de sang ? Comment en est-on arrivé là ? Voici notre première question. Comment en est-on arrivé là ? Pour répondre, il faut un peu de contexte.
Dans notre introduction, nous avons mentionné que les forces de soutien rapide combattent les forces armées soudanaises depuis 2023. Bien que ce soit techniquement vrai, cela ne tient pas compte des années de tensions qui couvrent entre les deux groupes. Comblons vite ces lacunes. Entre 2018 et 2019, les Soudanais ont manifesté contre le régime du dictateur Ammar al-Bachir. Ils ont subi des mois de répression avant que l'armée et les forces de soutien rapide s'alignent pour renverser l'homme fort. Deux des généraux les plus puissants de l'ancien président, Al-Burhan et Hameti, sont devenus les figures centrales du gouvernement post-Bachir, qui était principalement une junte militaire, ne faisant que de rares concessions de façade au pouvoir civil. Pour apaiser les manifestants, en 2023, la relation entre les deux hommes était, disons-le, tendue, en raison des efforts de Burhan pour intégrer les forces de soutien rapide à l'armée régulière. Depuis la formation officielle des forces de soutien rapide en 2013 et en réalité, leurs véritables origines remontent bien plus loin. Jusqu'au génocide du Darfour, il y a 20 ans, elle a opéré sous le contrôle exclusif de Hameti, faisant de lui l'un des hommes les plus riches et puissants de tout le pays. Donc pour Hameti, toute tentative d'intégration était une tentative d'affaiblir sa position. C'était un motif de guerre que les deux camps et beaucoup d'observateurs pensaient décourte, amère et très sanglante. Alerte spoiler, seules 2 de ces prédictions étaient vraies. Le 15 avril 2023, les forces de soutien rapide ont attaqué les forces armées soudanaises, notamment à Al-Fasha. Contre toute attente, beaucoup de ces attaques ont réussi. Les forces armées soudanaises ont été défaites dans la majeure partie du Darfour et expulsées de Khartoum, bien qu'elles aient repris la capitale plus tôt cette année avec l'aide de factions islamistes et de l'Iran. Pourtant, durant cette période, même avec la domination des forces de soutien rapide sur le Soudan, Al-Fasha était resté inaccessible. Les forces de soutien rapide ont attaqué la ville plus de 260 fois, mais ont toujours été repoussées par une résistance ferme. La résistance d'Al-Fasha était particulièrement remarquable pour 2 raisons. Premièrement, elle se trouve sur le territoire d'origine des forces de soutien rapide. Deuxièmement, lorsque les forces de soutien rapide avaient attaqué d'autres villes par le passé, comme Zalangay, la capitale du Darfour central et siège de la 21e division d'infanterie des forces armées soudanaises, les soldats avaient fui, permettant aux forces de soutien rapide de prendre la ville sans tirer un seul coup de feu. La défense d'Al-Fasha s'appuyait sur 3 piliers, dont la 6e division d'infanterie des forces armées soudanaises, dont le quartier général est devenu un symbole de résistance. Deuxièmement, des combattants locaux des forces conjointes des mouvements armés, une coalition d'ex-rebelles du Darfour alliés à l'armée soudanaise depuis avril 2024, ainsi que des groupes de résistance populaire issus de la population locale. Ce groupe rassemblait ceux qui pensaient devoir défendre leur foyer. Zakaria Ousmane, combattant des forces armées soudanaises, a déclaré à Darfour 24, nous le citons ici. La plupart des combattants, originaires de la ville, n'ont d'autre choix que de la défendre armée. Le 3e pilier, sans doute le plus important, était le ravitaillement des forces armées soudanaises, en munitions, rations et carburant, pour permettre aux défenseurs de résister aux forces de soutien rapide. Incapables de percer ces défenses, les forces de soutien rapide ont changé de tactique, optant pour un siège d'usure destiné à briser la volonté de la ville. Au final, Al-Fasha a enduré l'un des plus longs sièges urbains jamais vus au XXIe siècle durant plus de 500 jours. Les forces de soutien rapide ont encerclé la ville dès mai 2024 et intensifié leurs attaques après la reprise de Khartoum par les forces armées soudanaises en mars. Dans le cadre de ce siège, les forces de soutien rapide ont lancé une campagne de bombardement dévastatrice, visant non seulement les installations militaires, mais aussi les immeubles résidentiels. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies indique que les bombardements étaient si intenses que les habitants d'un quartier n'ont pas pu récupérer les corps des morts. À noter, le rapport de l'Organisation des Nations Unies accuse aussi les forces armées soudanaises d'avoir visé des zones civiles par obus d'artillerie et frappes aériennes. Outre le siège, les forces de soutien rapide ont encerclé des sites stratégiques près du triangle frontalier entre Soudan, Libye et Égypte. Cela a coupé les routes d'approvisionnement vers Al-Fasha. Selon le Sudan War Monitor, média indépendant, les pertes territoriales ont fortement réduit la capacité des forces armées soudanaises à réapprovisionner Al-Fasha. Les forces armées soudanaises ont récemment tenté de larguer des fournitures par voie aérienne, mais une partie de la cargaison est tombée en territoire contrôlé par les forces de soutien rapide. Ce n'est pas vraiment idéal, puis les murs sont arrivés. Le laboratoire des droits de l'homme de Yale a signalé que les forces de soutien rapide érigeaient un mur de terre de plus de 31 km autour de la ville, destiné à piéger les habitants à l'intérieur et à rendre encore plus difficile le ravitaillement de la ville. Même si les forces armées soudanaises avaient ravitaillé Al-Fasha, un problème plus profond restait, que les largages aériens ne pouvaient en résoudre. Les défenseurs manquaient de main-d'œuvre. Ces plus de 260 attaques dont nous avons parlé, eh bien oui, celles-là ont condamné. Un barrage d'artillerie constant épuise les défenses d'une ville.
Avec les piliers qui s'effondrent, la ville devient un domino instable prêt à sombrer dans le chaos au moindre choc. Selon le Sudan War Monitor, les forces de soutien rapide ont mené une attaque coordonnée depuis le sud, le nord et l'est, submergeant les défenseurs et les repoussant vers l'ouest de la ville. Et puis Al-Fassa est tombé, et depuis les tueries n'ont pas cessé. Nous avons répondu à notre première grande question. Comment ? Passons à la suivante. Pourquoi ? Et maintenant, un petit mot de notre sponsor, moi-même, ou plus précisément, mon site web Frontsco. Vous vous êtes déjà dit, tu sais, il n'y a tout simplement pas assez de contenu sur Warfront. 6 vidéos par semaine, ce n'est tout simplement pas assez pour moi. Je veux que le monde soit plus fou, je veux plus de guerres, plus de morts. Eh bien, premièrement, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Et deuxièmement, bonne nouvelle. Du contenu supplémentaire sur Warfront est désormais à portée de main sur France.co. Regarde ça, oui. À partir de cette semaine, nous publierons 2 vidéos exclusives chaque semaine sur notre nouveau site réservé aux abonnés, Frontsco. Pour 5$ par mois, accédez à du contenu exclusif Warfront non disponible sur YouTube. Nos premières vidéos sont en ligne, abordant des thèmes actuels comme la possibilité pour la Pologne de vaincre la Russie et intemporels comme l'ascension de la Corée du Sud dans la construction du meilleur char du monde. Pour enrichir l'offre, nos rédacteurs publient chaque semaine 2 articles approfondis traitant d'aspects inhabituels ou méconnus de la géopolitique et de la guerre. Ainsi, non seulement vous aurez plus de vidéos que vous aimez, mais vous aurez aussi l'occasion de lire les opinions sans filtre de nos rédacteurs sur l'actualité de la guerre. Si vous aimez cette chaîne, vous allez adorer France Doco encore pour 5$ par mois. Cela nous aide à nous soutenir à Warfront, Political Front et Frontseco. Et rien ne change ici. J'ai tiré des leçons des erreurs des anciens youtubeurs. Nous n'allons pas mettre de contenu existant derrière un paywall. Les 6 vidéos par semaine seront là pour vous comme avant. C'est tout bénéfice, mon pote. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'accent d'Austin Powers là. Mais oui, Frontseco, vas-y simplement. Bon domaine, non ? Il était cher. Pourquoi Al-Fassa ? Maintenant. Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction de la vidéo aujourd'hui, avec une victoire récente, les forces de soutien rapide contrôlent désormais la majeure partie du Darfour, mais le contrôle territorial. Ceci n'explique qu'en partie pourquoi ils ont tant investi de temps et d'efforts pour capturer Al-Fassa. L'autre moitié est symbolique et directement liée à la quête de légitimité politique des forces de soutien rapide. En février, les forces de soutien rapide et leurs alliés ont signé à Nairobi une charte créant, avec une ironie suprême, un gouvernement de paix et d'unité. Un gouvernement parallèle au Conseil de souveraineté transitoire d'Al-Bourhane. Le problème des forces de soutien rapide est que ni aucun pays ni organisme international n'a reconnu son gouvernement, bien au contraire. L'Union africaine a condamné cet acte, craignant une division du Soudan, avis partagé par Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Médecins Citois. C'est ici, pour citer la série Netflix La Casa de Papel, qu'entre en jeu Al-Fassa. La ville était le centre culturel et religieux du sultanat du Darfour, État précolonial du XVIIe au XIXe siècle. Selon le Sudan War Monitor, la ville est encore localement appelée Al-Fassa al-Sultan, ce qui témoigne de sa prééminence régionale. En capturant Al-Fassa, les forces de soutien rapide contrôlent désormais les 5 capitales d'État de la région du Darfour. Cette domination leur permet d'affirmer être l'autorité gouvernementale légitime du Darfour et non une simple milice locale. Avec Al-Fassa comme capitale symbolique, les forces de soutien rapide peuvent potentiellement présenter leur gouvernement parallèle comme ayant des racines historiques profondes et une véritable représentation régionale. Selon Alan Boswell, directeur pour la Corne de l'Afrique au sein de l'International Crisis Group, cette légitimité donnerait aux forces de soutien rapide un levier politique pour de futures négociations de paix. Je le cite ici. Contrôler une plus grande partie du Soudan renforcerait probablement leur confiance lors des négociations et durcirait leur position. Au-delà de cela, il y a aussi un aspect militaire pratique, que nous aborderons en répondant à notre prochaine question. Comment la chute d'Al-Fassa affectera-t-elle la guerre au sens large ? Avec la ville fermement sous son contrôle, les forces de soutien rapide peuvent concentrer leur énergie sur l'attaque des bastions des forces armées soudanaises. Cela pourrait provoquer de nouvelles attaques contre la résistance au Darfour Nord, ou au Kordofan occidental, méridional et septentrional. Rappelons que les forces de soutien rapide ont récemment pris Beraa. Les forces de soutien rapide pourraient aussi redéployer des combattants expérimentés du Darfour et des équipes logistiques pour menacer les chaînes d'approvisionnement des forces armées soudanaises, vu le succès de cette stratégie. Nous ne savons pas où les forces de soutien rapide vont attaquer ensuite, mais nous savons avec certitude qu'ils le feront.
Abdulrahim Dogalo, numéro 2 des forces de soutien rapide, l'a confirmé dans une vidéo après la chute de la ville. Je le cite. « La libération d'Al-Fasha marque celle du Soudan jusqu'à Port-Soudan sur la mer Rouge. Nous arrivons et nous arrivons. » Fin de citation. Pour Al-Burhan, l'offensive relancée des forces de soutien rapide arrive au pire moment. Pendant la première année de la guerre, la confiance en son leadership était très faible. Cela était en partie dû au fait qu'il a passé les premiers mois de la guerre piégé dans le quartier général des forces armées soudanaises à Khartoum, incapable d'échapper au siège des forces de soutien rapide. Après avoir finalement réussi à sortir, il a réussi à renverser la situation grâce à une série de victoires, y compris la reprise de Khartoum mentionnée précédemment. Une grande partie de l'histoire de la guerre en 2025 concerne les forces armées soudanaises, auteurs d'un des plus grands retours militaires. L'année a débuté avec leur reprise des terres agricoles près de Wad Madani, puis ils ont poursuivi. Symboliquement, ils ont repoussé les forces de soutien rapide de Khartoum, culminant avec l'avancée de l'armée vers l'ouest, vers le Kordofan, marqué au début par plusieurs victoires. Mais il y a des signes que l'armée s'est peut-être trop étendue. Les pertes récentes ont ravivé les doutes concernant les capacités de leadership d'Al-Burhan, en particulier parmi ses alliés au Darfour. The People's Dispatch a rapporté que le comité de résistance d'Al-Fasha a tenu Al-Biran responsable de la victoire des forces de soutien rapide. Ils ont posté une vidéo sur Facebook écrivant « L'histoire retiendra qu'Al-Burhan a trahi ses soldats ». Le Sudan War Monitor a aussi signalé que l'évacuation de l'armée d'Al-Fasha était chaotique, rappelant presque le retrait américain d'Afghanistan. Selon le Moniteur, la présentation d'Al-Birn décrit la retraite comme planifiée et organisée, atténuant le chaos et le désespoir qui dominaient récemment à Al-Fasha. Des centaines de combattants sont restés, les pénuries de carburant et de véhicules ayant empêché l'évacuation de tous les défenseurs d'Al-Fasha. Beaucoup ont été laissés en première ligne sans munitions, soins ou nourriture. Malgré ces difficultés, Al-Birun a juré à la télévision de poursuivre le combat. Seul le temps dira si sa coalition tiendra face aux forces de soutien rapide, mais des fissures apparaissent déjà. Et si elles ne sont pas résolues, elles pourraient entraîner soit sa destitution, soit de nouvelles victoires des forces de soutien rapide. Où est-ce la communauté internationale ? Avant de discuter de la possibilité d'une paix durable, il nous faut évoquer l'énorme problème du Darfour. On se demande alors, où est la communauté internationale ? Hormis une mention de l'Iran et quelques références à l'Organisation des Nations Unies et à l'Union africaine, nous n'avons pas évoqué la communauté internationale. Parce qu'ils ont soit A. activement contribué à perpétuer la crise qui se déroule actuellement à Al-Fasha, B. observé passivement pendant que leurs armes étaient acheminées vers les forces de soutien rapide, ou C. ignoré la situation. Les avertissements d'innombrables experts qui tirent la sonnette d'alarme depuis des mois, prévenant qu'un massacre allait se produire. Passons au premier groupe, ceux qui soutiennent activement les forces de soutien rapide malgré leurs atrocités à Al-Fasha. Les Émirats arabes unis sont le principal fournisseur d'armes et soutien politique et financier des forces de soutien rapide. Selon plusieurs enquêtes de l'Organisation des Nations Unies, du New York Times, d'Amnesty International et d'autres. Les Émirats arabes unis livrent des armes, dont des drones chinois, aux forces de soutien rapide depuis le début du conflit. Les agences de renseignement américaines ont signalé que les Émirats arabes unis avaient accru leur livraison d'armes aux forces de soutien rapide en octobre, c'est-à-dire au maximum quelques semaines avant la chute d'Al-Fasha. Quelques semaines avant que le laboratoire de recherche humanitaire de Yale ne documente des taches de sang visibles depuis l'espace, et quelques semaines avant que le Télégraphe ne qualifie l'un des derniers hôpitaux de la ville d'abattoir humain. Et étant donné les liens étroits des Émirats arabes unis avec les forces de soutien rapide, il ne fait guère de doute qu'ils savaient exactement à quoi serviraient les armes. Les Émirats arabes unis ont toujours nié avoir fourni des armes aux forces de soutien rapide selon un responsable cité par Reuters. Les Émirats arabes unis ont déjà clairement indiqué qu'ils n'apportaient aucun soutien ni aucune fourniture à l'une ou l'autre des deux parties belligérantes en guerre au Soudan. Mais il est de bonne pratique journalistique pour nous d'inclure une telle réfutation. Je veux dire, voyons maintenant. La déclaration d'Abu Dhabi revient à dire que le Pakistan n'a jamais aidé les talibans. De quoi parlez-vous ? Ou la Russie qui dit « nous ne visons pas les civils », ou même Mitlov qui dit « je ferai ça par amour ». Ce n'est pas vrai, tout le monde le sait. Et c'est complètement absurde que le monde doive faire semblant que ça puisse être vrai par une sorte de politesse dérangée. Les Émirats arabes unis n'ont pas agi seuls. D'autres pays, dont le Soudan, le Tchad et le Kenya, les ont aidés à créer un réseau complexe de livraison d'armes aux forces de soutien rapide
Ensuite, il y a le deuxième groupe, les pays passifs pendant l'acheminement de leurs armes vers les forces de soutien rapide. Et ici, nous allons parler du Royaume-Uni et de la France. Selon un rapport récent du Guardian, du matériel militaire britannique vendu aux Émirats arabes unis est apparu sur les champs de bataille à travers le Soudan, souvent entre les mains des forces de soutien rapide, bien que le gouvernement britannique savait que les Émirats arabes unis envoyaient des armes à des nations sous embargo de l'Organisation des Nations unies, il a discrètement approuvé de nouvelles exportations vers l'État du Golfe pour le même équipement. Du matériel militaire français a également été retrouvé au Soudan. Selon Amnesty International, les forces de soutien rapide utilisent des véhicules blindés équipés de GALEX, un système de défense sophistiqué pour les forces terrestres qui libèrent des leurres, de la fumée et des projectiles pour contrer les menaces à courte portée. Le système a été développé par la Croix Défense en collaboration avec Krauss-Maffei-Wegmann Nexter Defense Systems France. Ce sont deux des principaux développeurs de technologies militaires en France. Et le fait que leurs armes soient utilisées dans ce conflit souligne à quel point le monde a échoué envers le Soudan. Enfin, certains pays sont restés passifs, ignorant les signes d'une catastrophe imminente. Malheureusement, c'est là que se trouvent la plupart des pays, soit trop absorbés par leurs propres problèmes, soit sans motivation d'agir dans la crise. Mais que les pays choisissent de faire l'autruche ou non, ils ont tout de même une obligation légale d'agir, surtout s'ils sont signataires de la Convention sur le génocide. Alex Dewal, expert du Soudan et directeur exécutif de la Fondation pour la paix dans le monde, l'a rappelé. La Convention sur le génocide vise à prévenir et réprimer ce crime. Et tous les États ont l'obligation d'agir pour prévenir exactement le genre de massacre auquel nous assistons en temps réel. Si le monde décide de ne pas intervenir, et par intervenir, nous entendons faire un effort actif pour arrêter ce qui se passe. Au-delà de déclarations impuissantes, nous risquons de revoir ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 à Srebrenica, ou en Bosnie en 1995. La communauté internationale avait été clairement avertie de l'imminence d'atrocités de masse dans les deux cas. Elle n'a rien fait puis a longtemps présenté ses excuses et promis que ça n'arriverait plus. Nous sommes désolés. Comme le souligne tristement l'Organisation des Nations Unies, plus jamais ça est devenu encore et encore. Et le Soudan, qui est déjà l'une des pires crises humanitaires du XXIe siècle, semble destiné à devenir le prochain exemple que nous utiliserons d'une tragédie annoncée. Oui, une intervention aurait été complexe et coûteuse. Les électeurs sont aussi las de la guerre. Mais pouvons-nous vraiment dire que le monde est un endroit meilleur aujourd'hui, avec Al-Fasha en ruine et des massacres de masse en cours? Les forces de soutien rapide disposent de peu de technologie. Plusieurs pays occidentaux et africains auraient pu agir contre ceux qui assiègent la ville. En 1995, moins d'un mois de frappes de l'OTAN ont brisé le siège de Sarajevo. Une puissance intermédiaire aurait pu briser le siège d'Al-Fasha bien plus vite. Au lieu de cela, nous assistons maintenant à la communauté internationale qui se lamente et gémit sur à quel point tout cela est terrible, alors qu'ils auraient pu tout arrêter dès le départ. Pêcheur. Écoute, dans un monde idéal. C'est à ce moment de la vidéo que nous devrions expliquer comment le Soudan peut atteindre une paix durable, tandis qu'une musique entraînante joue en arrière-plan. Mais, comme l'a dit l'éditeur américain de Channel 4 Anishka Astana, cette guerre a été très résistante aux efforts de paix. De nombreuses tentatives ont été faites pour résoudre ce conflit, la dernière ayant eu lieu 2 jours avant la chute d'Al-Fasha. Le média britannique Middle East Eye a indiqué que le 24 octobre, des représentants des deux camps étaient à Washington pour des pourparlers indirects prévus tout le week-end. Cependant, selon Justin Lynch, directeur général du Conflict Insights Group, qui s'est exprimé en exclusivité pour Warfront, la situation à Al-Fasha détruit complètement la version actuelle des pourparlers de paix. Nous ne savons pas si ces pourparlers auraient abouti, mais s'ils avaient suivi le même schéma que les discussions précédentes, ils se seraient probablement essoufflés. Parce qu'aucune des deux parties n'est prête à faire des compromis. Les deux camps pensent pouvoir remporter une victoire militaire écrasante et n'ont subi aucune pression de leurs alliés internationaux, les Émirats arabes unis pour les forces de soutien rapide et l'Iran pour les forces armées soudanaises pour négocier la paix. La pression internationale sur ces pays pour amener leurs alliés à négocier est très faible. La plupart des analystes, dont Justin Lynch, pensent qu'une victoire militaire est impossible. Selon Lynch, le scénario le plus probable est que les deux groupes s'enracinent dans les territoires qu'ils contrôlent actuellement. Les lignes de front bougent selon l'avantage, ce qui, selon lui, provoquera des décennies d'instabilité.
Et, comme toujours, ce sont les civils qui vont se retrouver pris au piège. Il est difficile d'obtenir des chiffres précis sur le nombre de personnes décédées. Parce que comme l'a dit Nathaniel Raymond, directeur exécutif du laboratoire de recherche humanitaire de Yale, beaucoup de ceux qui feraient qu'on aura le comptage sont morts ou déplacés. La plupart des experts pensent que les morts dépassent 150 000, tout en admettant que ce chiffre est sans doute sous-estimé. L'ex-envoyé américain au Soudan, Tom Perellio, estime que le nombre réel dépasse 40 000. Ce chiffre pourrait même être sous-estimé en considérant les décès secondaires liés à la famine, aux maladies et au manque de soins. Et cela avant même de considérer les atrocités commises par les forces de soutien rapide à Al-Fasha. Malgré cette situation sombre, il subsiste une lueur d'espoir pour un accord de paix. Dans une interview avec Channel 4 News, Alan Boswell a soutenu que Trump pourrait être la clé pour trouver un accord de paix au Soudan. La principale raison est que l'envoyé de Trump en Afrique, Mossad Bolos, souhaite marquer son passage. Quelle meilleure façon de le faire qu'en aidant à résoudre l'un des bourbiers géopolitiques les plus difficiles des années 2020. De plus, comme il est le beau-père de Tiffany Trump, il a un lien familial direct avec la Maison-Blanche. C'est bien plus que ce que l'envoyé de Biden au Soudan avait. L'envoyé de Biden rapportait au secrétaire adjoint aux affaires africaines, montrant à quel point le Soudan était prioritaire pour l'administration Biden. La deuxième raison est que les pays arabes qui mènent les négociations, y compris l'Égypte, ont des liens étroits avec le président Trump, et ils souhaitent renforcer ces liens par des succès diplomatiques. Il a récemment félicité le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour avoir aidé à obtenir le cessez-le-feu à Gaza. Enfin, Boswell souligne que le désir bien connu de Trump de mettre fin aux guerres et de remporter le prix Nobel de la paix est une raison pour laquelle il pourrait accorder de l'attention à ce conflit. Cependant, même avec tous ces vents favorables, la communauté diplomatique doit encore fournir beaucoup d'efforts pour trouver un accord de paix qui ne sera pas ignoré une fois les séances photos terminées, ou que les parties en conflit accepteront réellement. Le général Al-Burhan a rejeté jusqu'à présent leurs meilleurs efforts. Un cessez-le-feu de 3 mois pour l'aide humanitaire, suivi de 9 mois de transition vers un régime civil, a été jugé irrespectueux de la souveraineté du Soudan. Selon Justin Lynch, un tel accord de paix nécessitera beaucoup plus de créativité et de prise de décision audacieuse que ce qu'ils ont montré par le passé. Pour le citer ici, je pense qu'il y a beaucoup de diplomates et de responsables qui agissent en essayant d'être rationnels, en cherchant à trouver une solution raisonnable. Nous avons besoin de personnes prêtes à prendre position avec audace et à défendre l'idée des droits de l'homme. Nous ne voyons pas cela de la part de la communauté diplomatique, nous voyons le statu quo qui a échoué. Soudan. Fin de citation. Si le monde échoue encore au Soudan, notamment face à Al-Fasha, l'expression plus jamais ça montrera sa véritable signification. Ce n'est pas une promesse aux victimes, mais un mensonge rassurant que le monde se raconte pour dormir la nuit. Merci de nous avoir regardés.